Bonjour, cette émission est consacrée aujourd'hui principalement au Brexit, la volonté de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne. Et nous parlerons également avec notre envoyé spécial à New York, Jean-Christian Agide, nous parlerons également des élections américaines et également bien sûr aussi du Brexit. Pour ce qui concerne cette question très importante de la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, nous avons aujourd'hui comme invité, et nous la remercions d'être présente, Elvire Fabry, qui est chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors. L'Institut Jacques Delors, c'est un think tank très réputé, et je remercie Madame Fabry de bien vouloir participer à cette émission. Alors, chère Madame, où en est-on exactement à cette heure-ci de ce fameux Brexit? Écoutez, on sait que l'échéance pour négocier les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni tombe le 31 décembre 2020 et qu'il faut garder du temps pour pouvoir ratifier éventuellement un accord. Alors, Boris Johnson avait fixé le 15 octobre dernier, donc la semaine dernière, pour finaliser ces négociations. Les Européens estiment qu'on a encore un petit peu de marge au moins jusqu'à début novembre. Et c'est un temps qui est d'autant plus nécessaire que l'on voit que les négociations ont progressivement avancé sur un certain nombre de détails, mais bloquent sur les enjeux fondamentaux du dossier de la pêche, du dossier du contrôle des subventions publiques et de la question du cadre de gouvernance que les Européens souhaitent donner à l'ensemble de ces négociations. Actuellement, on est dans une phase d'entonnoir avec les deux parties qui se regardent, qui se font face et qui rejettent la responsabilité du blocage sur la partie adverse. Les Européens continuent à tendre la main, ils veulent un accord, ils veulent tenter de minimiser les frottements de ce Brexit. Il faut rappeler que le Royaume-Uni est formellement, juridiquement sorti déjà de l'Union européenne, c'est déjà un pays tiers depuis fin janvier 2020, mais que maintenant il s'agit de voir comment essayer de limiter l'impact de ce Brexit, puisque par définition, on part d'une situation où le Royaume-Uni était très intégré au marché unique de l'Union européenne, et on va rajouter des frottements pour tout le commerce, on va rajouter des complications. Et sur toute une série de sujets, il faut voir quels sont les nouveaux termes de coopération en matière policière, judiciaire, la recherche pour les universités. Tous les sujets sont sur la table. Donc le chantier est colossal, et le temps aujourd'hui est plus que limité. On est vraiment dans un entonnoir, et on a des raisons de ne pas être forcément très optimiste sur ces prochains jours de négociation. Et il y a eu quand même des progrès dans certains secteurs? Oui, on voit que alors on n'est pas si je puis dire, dans le tube de la négociation, dans la plomberie, le nez sur les dossiers que gèrent les négociateurs. Et ils nous disent qu'en matière de services, ça avance, en ce qui concerne les programmes Erasmus, ça avance même chez le Royaume-Uni. Erasmus, qui est le programme qui permet à des étudiants de séjourner, d'avoir des équivalences de séjour dans les universités des 27 États membres. Et le Royaume-Uni avait dit qu'il sortirait du programme Erasmus, qui est alors qu'on espérait pouvoir au moins sanctuariser ce genre d'enjeu. L'on voit que sur ce type de questions, il y a des enjeux, il y a des questions qui progressent. Mais encore une fois, les deux gros dossiers qui bloquent la négociation, c'est d'abord un enjeu réglementaire qui concerne le contrôle des aides d'État, parce que on a un Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, qui, depuis sa campagne électorale de l'automne 2019, où il a été élu Premier ministre, défend l'idée d'un gouvernement britannique beaucoup plus interventionniste que ne l'a été traditionnellement, que l'ont été précédemment tous les premiers ministres du Parti conservateur, qui ont une approche plus libérale, qui souhaite limiter l'impact de l'intervention de l'État, et qui, dans le contexte actuel de lutte contre la pandémie, annonce un soutien très important aux entreprises britanniques. Et les Européens ne veulent pas laisser se mettre en place aux portes de l'Union européenne une économie qui est une économie à la fois importante, géographiquement donc très proche, et très intégrée à l'économie européenne, et qui pourrait créer des distorsions de concurrence. Donc ils veulent plus de visibilité sur la politique que le gouvernement britannique va mettre en place en matière d'aide d'État, alors qu'en face, on a un Boris Johnson qui ne veut pas, à l'heure actuelle, prendre d'engagement, qui a repoussé à 2021
la publication du cadre de cette nouvelle politique britannique en matière d'aide d'État, après ce qui serait une consultation des entreprises, et n'entend pas finalement se limiter sa marge de manœuvre politique en prenant des engagements vis-à-vis des Européens. Et c'est un point sur lequel les Européens ne sont pas prêts à faire de compromis, alors que par ailleurs, c'est quelque chose vis-à-vis duquel ils veulent vraiment avoir des engagements d'autres partenaires, et en commençant par la Chine, puisqu'on sait que c'est un enjeu de distorsion de concurrence très important avec le gouvernement chinois qui subventionne ces entreprises publiques de manière illimitée. Et est-ce que la pandémie a eu déjà un effet sur cette négociation ou pas du tout? Elle a eu l'effet, en tout cas déjà, de suspendre d'une certaine façon pendant plusieurs mois depuis mars dernier, et on se souvient que Boris Johnson lui-même a contracté le virus. Et jusqu'au tournant de l'été, les négociations ont été quelque peu suspendues. Maintenant, certaines analyses, et notamment venant du Royaume-Uni, tendraient à vouloir diluer un peu l'impact économique du Brexit dans ce qui est le flot de la récession économique que subissent à la fois le Royaume-Uni comme le reste de l'Union européenne et puis le reste du monde. La question qu'il faudrait se poser, c'est au contraire de renverser le raisonnement et de se dire jusqu'à quel point cet impact négatif supplémentaire du Brexit, et notamment d'un Brexit qui serait un Brexit dur, où il n'y aurait pas d'accord, et qui pénaliserait le plus les entreprises, jusqu'à quel point ce scénario-là risque de compliquer encore plus la relance économique du Royaume-Uni et des pays européens. Et on voit bien que du côté européen, l'attention est ailleurs, sur un agenda européen, de mobilisation européenne, de relance économique, et qui voudrait pouvoir minimiser l'impact négatif du dossier du Brexit. Par ailleurs, on a le sentiment qu'un Boris Johnson continue à poursuivre sa logique un peu de Global Britain, d'union de Royaume-Uni, qui chercherait à compenser ce qu'il perd du côté européen, avec des partenaires beaucoup plus éloignés, des partenaires éloignés à travers le monde. On pense d'abord évidemment aux pays du Commonwealth, vers lequel il voudrait se retourner. Et à l'heure actuelle, dans le contexte de pandémie, la tendance ne fait que renforcer la régionalisation des échanges commerciaux, avec la recherche pour les entreprises, enfin une pression supplémentaire de voir renforcer la résilience des chaînes de production, plutôt raccourcir ces chaînes de production, diversifier en tout cas plutôt dans le voisinage, et ça ne va pas du tout dans le sens du schéma que projette un Boris Johnson d'aller chercher des échanges, enfin, en tout cas compenser avec des partenaires commerciaux qui sont beaucoup plus éloignés à travers le monde. Justement, je vais demander à Jean-Christian Agide de nous dire si les États-Unis pourraient, dans une certaine mesure, remplacer l'Europe comme partenaire économique de la Grande-Bretagne après le Brexit. Si Brexit il y a. Et pour comprendre quel post-Brexit il pourrait y avoir entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, il faut revenir un petit peu en arrière et comprendre quelle est la relation qui existe entre les deux pays. C'est une relation spéciale, un terme que Boris Johnson n'aime pas particulièrement, mais qui remonte à Winston Churchill, qui remonte à l'après-guerre, et qui établit cette relation spéciale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, une relation spéciale qui va s'exprimer à travers des accords culturels, diplomatiques, une approche commune sur les sujets de politique étrangère, sur les accords économiques. Ce sera Margaret Thatcher et Ronald Reagan qui feront front ensemble contre le bloc de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Tony Blair qui viendra prêter son soutien à George W. Bush dans sa quête d'un conflit contre Saddam Hussein. Et aujourd'hui, la question se pose de savoir si cette relation spéciale peut venir en aide à la relation entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce terme, Boris Johnson ne l'aime pas. Il ne veut pas l'utiliser car il sous-entend une dépendance vis-à-vis des États-Unis. Et pourtant, cet accord commercial qui est tant attendu post-Brexit entre les États-Unis et la Grande-Bretagne est nécessaire aujourd'hui, semble nécessaire du côté anglais. D'un côté, vous avez Donald Trump qui s'est toujours présenté comme un ami de Boris Johnson, un ami de cette Grande-Bretagne, un soutien de ce Brexit. Mais l'accord devra attendre évidemment
l'élection du 3 novembre, de l'autre un Joe Biden qui lui était contre le Brexit, qui n'aime pas Boris Johnson, mais qui sait rester un grand chef d'État et un diplomate et qui a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas d'accord si jamais les accords de Belfast de 1998 étaient remis en cause, notamment sur la question de la frontière en Irlande. Si Boris Johnson voulait réinstaurer une frontière réelle entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, à ce moment-là, il y aurait un véritable débat et problème entre une administration Biden et une administration Johnson. Si les accords de Belfast ne sont pas remis en cause, les accords de 98, alors tout est possible et il est tout à fait possible que Joe Biden se serve de sa relation spéciale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pour essayer d'établir de nouvelles relations internationales avec l'Europe. Merci Jean-Christian. Elvire Fabry, je reviens vers vous. Il y a un dossier dont on parle énormément, mais c'est celui de la pêche. Mais est-ce que, en termes en statistiques, en chiffre d'affaires, si j'ose dire, en volume d'échange, la pêche, c'est quelque chose de très important? Non, vous avez raison. Si on prend les chiffres, si on prend le poids de la pêche comme secteur économique dans le PIB britannique, il est minime. Il est de l'ordre de 0,1% du PIB. Et en termes d'emploi, ça ne concerne que 12 000 pêcheurs du côté britannique. Et pour ne parler par exemple que du cas de la France, c'est de l'ordre de 8 à 9 000 pêcheurs pour la zone nord-ouest atlantique de la pêche française. En revanche, l'impact symbolique et politique est très important. Et on comprend bien que du côté britannique, le Brexit a été présenté depuis le départ par Boris Johnson comme étant la reprise de contrôle à la fois sur les lois, sur les réglementations, sur les frontières et sur la pêche. Et il y a quelque chose de très identitaire côté britannique dans la volonté de récupérer cet accès complet. C'est un accès complet aux eaux de pêche pour pouvoir décider annuellement, c'est ce que veulent les Britanniques, pouvoir décider annuellement à qui ils donneraient accès et dans quelle quantité et comment distribuer finalement ces quotas d'accès de la pêche. Alors que du côté européen, la position européenne a été de dire ce n'est pas nous qui avons décidé que le Royaume-Uni sortirait du marché unique de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de pénaliser nos pêcheurs et on veut pouvoir maintenir une continuité avec les quotas actuels. Et il faut garder à l'esprit que sur ce dossier, pour le coup, qui n'est pas un enjeu réglementaire, mais qui est vraiment un enjeu de transaction, d'accès au marché, les Britanniques tiennent à la fois sur ce dossier une carte importante dans la négociation, puisqu'ils sont, c'est véritablement un intérêt défensif pour les Européens qui veulent avoir accès aux eaux de pêche britanniques, et en même temps qu'il y a une très forte interdépendance entre les Britanniques et les 27 États membres de l'Union européenne. Parce que 70% des poissons que consomment les Britanniques sont importés de l'Union européenne, alors que 80% des poissons qu'ils exportent sont exportés vers l'Union européenne. Ils ont non seulement besoin de ces importations européennes, mais ils ont besoin d'accès au marché de consommation européen, ce qui devrait, au fil de la négociation, faciliter quand même un petit peu la recherche d'une position de consensus. Et c'est là où on voit que dans l'organisation des négociations, c'est d'abord la question des aides d'État qui est un élément de blocage. Et si on arrivait à avancer sur ce dossier-là, ça faciliterait aussi la recherche d'une position commune en matière de pêche. Oui, on a l'impression que c'est une querelle plutôt symbolique, non? C'est pas ça? Sur la pêche. Une querelle. Oui, c'est plus qu'une querelle symbolique, parce que l'impact que ça a du côté britannique, il est lié aussi à la pression interne au sein du Royaume-Uni, des forces un peu d'indépendance aussi, d'aspiration à l'indépendance, notamment du côté de l'Écosse. Le secteur de la pêche est très important pour l'économie de l'Écosse. Et si Boris Johnson ne tient pas bon sur sa position actuelle et donne un accès trop important aux eaux de pêche britanniques, ça donnera encore plus de vent dans les voiles au parti indépendantiste écossais qui appelle à organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse.
Et ça, on voit bien que c'est quelque chose qui aujourd'hui exerce une pression très importante sur Boris Johnson. Comment jugez-vous la façon qu'a, si on peut dire, Boris Johnson de négocier? Parce qu'en fait, c'est une drôle de position. Il semble arc-bouté sur des positions bien définies à l'avance et ne pas vouloir bouger. D'une certaine façon, sa position actuelle qui est de dire préparez-vous au no deal, moi je suis prêt et on peut y aller. D'ailleurs, il faut que le business s'organise. Ça rappelle quand même un petit peu sa position de l'automne 2019, avant les élections à la Chambre des communes, où il essayait où le parti travailliste lui a forcé la main pour demander une extension de la période de négociation, la période de transition actuelle. Et on avait un Boris Johnson qui affichait sa confiance, prêt à prendre le grand large et à aller mener un Brexit dur, un Brexit no deal. Donc on voit qu'il y a une position à la fois un petit peu de défiance qu'il est en train de répliquer actuellement. C'est une façon de dire aussi à son public je ne ferai pas de concessions majeures, je resterai ferme. Et en même temps, on se souvient qu'en 2019, après avoir fait cela, il s'est accordé avec les Européens sur l'option du déplacement des contrôles à la frontière sur la mer, qui était finalement l'option qu'avaient défendue les Européens depuis le départ. Il a crié haut et fort que c'était une victoire de sa part, mais enfin, il avait accepté, in fine, l'option européenne. Alors, est-ce que là, il est prêt à aller vers un Brexit très pur, maximaliste, un Brexit dur, ou est-ce qu'au contraire c'est une posture qui va lui permettre dans les jours qui viennent de trouver un compromis avec les Européens? Je dois avouer qu'on reste encore vraiment sur l'arrêt de la négociation. Et personnellement, comment vous trouvez qu'il est affaibli à la fois par la négociation et par la pandémie, d'après les sondages? Est-ce que ça ne devrait pas l'inciter à faire des concessions? Il est très contesté sur sa gestion de la pandémie, il est fragilisé. Sa position même sur la question des aides d'État, où actuellement la façon dont ce que l'on perçoit dans les débats britanniques, c'est plutôt la volonté de ne pas mettre en place un organe indépendant avec des règles claires et au contraire avoir une approche très politique de la distribution de ces subventions. Ça suscite beaucoup de débats même au sein du Parti conservateur. L'ancien ministre de l'Échiquier, Philip Hammond, a lui-même pris des positions très critiques en demandant à Boris Johnson de clarifier ses positions. Donc il est à la fois contesté au sein de son parti conservateur, dans l'opinion publique, il est sous la pression des Écossais, il n'est pas du tout dans une position confortable pour aller vers un Brexit dur. À l'inverse, on a le sentiment que s'il pouvait mettre un accord sur la table, quel qu'il soit, minimal, mais qui permette au moins d'éviter déjà le retour des tarifs douaniers. On sait que le gros des frictions, le gros du coût négatif, il viendra des contrôles réglementaires, des problèmes de certification, de contrôle aux frontières, des délais supplémentaires. Mais si déjà on pouvait éviter le retour des tarifs douaniers, ce serait important. Il remaquillerait d'une certaine façon l'accord final à sa façon pour en faire un succès, mais en tout cas, ça limiterait un petit peu la critique actuelle. Et l'on voit notamment du côté du business, du côté des entreprises, qui sont restées relativement discrètes jusqu'à maintenant. Elles ne croyaient pas à un no deal, à la possibilité d'un no deal. Elles sont dans l'urgence de la gestion de la récession économique et de la pandémie, de l'organisation de la lutte contre la pandémie. Là, elles sont beaucoup plus nerveuses. Elles ont le sentiment que Boris Johnson continue à avoir une approche très politique du Brexit, qui est complètement détachée de la réalité économique. Et là, on sent que la pression s'accumule quand même davantage sur un Boris Johnson. Jean-Christian Agide, à New York, est-ce que le Brexit fait les gros titres de la presse? Sans doute pas. Sans doute pas, non, absolument pas. Les gros titres de la presse sont le plan de relance économique, la crise du coronavirus et l'audition de la juge Amy Coney Barrett en ce moment. Le Brexit ne fait pas partie du tout des sujets, je pense, qui vont déterminer le choix des électeurs américains le 3 novembre prochain. Où en est-on actuellement de la campagne? Est-ce qu'il y a des modifications dans les estimations, dans les sondages en faveur de Trump par hasard? Aucun changement en faveur de Trump, plutôt un changement en faveur de Joe Biden. Les derniers sondages
donne un écart à peu près de 10 points en faveur de Joe Biden, et surtout Joe Biden a rattrapé Donald Trump sur les questions économiques. Il semble très difficile aujourd'hui pour Donald Trump de refaire son retard. Son message est assez brouillé, que ce soit son message contre le candidat Biden ou que ce soit son message sur la question de l'économie et de la Covid-19. Donc tout va se jouer sans doute pour Donald Trump lors du prochain débat dans 2 jours pour voir s'il sera capable de redresser son message d'une part, d'autre part s'il sera capable de convaincre ses amis républicains, sénateurs républicains sur un plan de relance économique. Donald Trump est rentré tard dans l'arène sur cette question-là. Il a laissé toute la place à Nancy Pelosi. Il y aurait un accord en vue entre la Maison-Blanche et les démocrates à la Chambre des représentants, mais les sénateurs républicains, pour le moment, ne veulent pas entendre parler d'un plan de relance économique, en tous les cas pas avant le 3 novembre prochain, et cela pourrait jouer contre Donald Trump. Les conditions du débat dont vous parlez, Jean-Christian, ont été modifiées, on peut dire en défaveur de Trump, non ? Cette fois-ci, les débats, lors de cette élection, les débats présidentiels ne ressemblent en rien aux débats qui ont eu lieu lors des précédentes élections. Vous vous souvenez du premier débat, il a été marqué par une sorte de violence verbale de part et d'autre, mais animée par un Donald Trump qui semblait peu préparé face à un Joe Biden très structuré, mais qui s'est allé lui aussi à une certaine colère et énervement contre son candidat. Lors du deuxième débat qui n'a pas eu lieu, les 2 candidats se sont fait face via des réseaux télévisés différents au même moment. Et c'est Joe Biden qui l'a emporté finalement en termes d'audience et en termes de messages sur un Donald Trump toujours pareil à lui-même. Donc le débat qui va avoir lieu jeudi va permettre finalement d'y voir, on l'espère, un petit peu plus clair. Mais là où ces débats sont moins importants, c'est sur le fait que beaucoup d'Américains sont déjà allés voter au moment où je vous parle. Et beaucoup plus d'Américains sont allés voter en amont de l'élection du 3 novembre, du jour de l'élection en personne du 3 novembre, que lors de l'élection de 2016. Et ce sont davantage des électeurs démocrates qui sont allés exprimer leur suffrage jusqu'à présent. Et selon un récent sondage Yahoo News, il y aurait un avantage certain pour Joe Biden. Donc la vraie question aujourd'hui pour Donald Trump et pour le débat de jeudi soir, sera-t-il capable de convaincre les électeurs républicains de se rendre dans les urnes le 3 novembre prochain pour combler le retard qu'il aurait déjà pris à présent? Oui, la modification dont je parlais, c'est qu'on va lui couper le micro pendant les réponses de Joe Biden, alors que dans le premier débat, leur premier face-à-face, il a complètement parasité ce que disait Trump, ce que disait Biden, puisque Trump intervenait sans cesse pour lui couper la parole. Lors du premier débat, tout le monde intervenait sans cesse pour couper la parole à tout le monde. C'était même le journaliste de Fox News a dû intervenir et couper la parole au président des États-Unis. C'était un débat totalement désorganisé. Il est vrai que c'est Donald Trump qui avait donné le ton. Joe Biden est rentré dans la course de la même manière et le journaliste qui présentait le débat n'a pas eu d'autre solution qu'à son tour couper la parole au candidat. Donc oui, on revient à un débat un peu comme les vieux débats à la télévision. On mettait un sablier, on disait tant que le sablier n'est pas tourné, personne ne peut parler de l'autre côté. Et s'il faut couper le micro, on coupe le micro. Elvire Fabry, revenons donc à ce thème du Brexit dont vous êtes spécialiste. Et en tant que spécialiste, je vous pose une question. Avez-vous un pronostic? Écoutez, on oscille d'une semaine sur l'autre. Il y a 10 jours, j'étais très pessimiste. La façon dont Boris Johnson est revenu, justement, paradoxalement, la façon dont il revient un petit peu sur le créneau en évoquant un no deal, montre quand même qu'il se mobilise. Et j'aurais tendance à penser que on va réussir à mettre quelque chose sur la table. Maintenant, il faut rester relativement prudent, c'est-à-dire que, encore une fois, si ça permet d'éviter le retour des tarifs dans le contexte actuel, économique actuel, c'est une bonne chose. Il restera beaucoup de choses à négocier. Ça voudrait dire qu'en tout cas, les Européens auront réussi
à s'accorder avec les Britanniques sur un certain nombre de principes, un cadre de gouvernance pour l'ensemble des dossiers, et qu'il faudra continuer d'une façon ou d'une autre à dérouler un certain nombre de dossiers en 2021. Et à vrai dire, si on allait vers un no deal, s'il n'y a pas d'accord, la question se repose également, parce qu'on ne peut pas rester sur une page blanche. Ne prenons que la question de la coopération policière ou judiciaire, la question du transfert des données, qui se règle par des questions d'équivalence que les Européens doivent accorder aux Britanniques. À ce moment-là, il faudra se mettre d'accord et donc s'asseoir quand même autour de la table, mais probablement avec une méthode de négociation différente, qui risquerait d'être plus sectorielle et qui donnerait un peu moins de visibilité sur l'ensemble de la négociation pour parvenir à un partenariat équilibré. On va essayer de rester encore optimiste sur la semaine qui vient, sur la possibilité de négociation. Mais c'est vrai que on a un Boris Johnson qui, encore une fois, a une approche tellement politique du dossier, qui est tellement détachée de la réalité, que dans le contexte actuel, qui est quand même très compliqué et dont on voit il va venir, notamment côté britannique, heurter de plein fouet toutes les régions du nord de l'Angleterre, dans lequel on avait un certain nombre d'électeurs travaillistes qui ont basculé du côté du Parti conservateur. Et s'ils sont eux-mêmes pris de plein fouet par un Brexit dur, ils risquent de contester très, très fortement le leadership de Boris Johnson et risquent de se faire chahuter de manière encore plus forte dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Boris Johnson, donc maître du suspense. Nous aurons l'occasion de revenir évidemment sur ce problème très important pour nos économies du Brexit. Je remercie Elvire Fabry, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, et je remercie également Jean-Christian Agide, journaliste à New York, d'avoir bien voulu participer à cette émission. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission consacrée au Brexit. Et je vous dis à bientôt.